Good Morning Business, le grand entretien. Et notre invité à 8h15, c'est le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Bonjour. Bonjour. C'était le jour J pour vous inviter, évidemment, sur fond de conflit social, de journée interprofessionnelle de grève à l'appel de deux syndicats, CGT-FO. Est-ce que les revendications salariales, qu'on voit dans beaucoup d'entreprises, sont légitimes? Il y a beaucoup de revendications qui sont légitimes. Les modalités de mobilisation sont à la liberté et à la décision des organisations syndicales. Vous l'avez dit, sur l'ensemble des syndicats représentatifs, deux seulement appellent à cette mobilisation aujourd'hui. C'est leur droit et c'est le droit des salariés qui participent à ce mouvement-là. Nous travaillons depuis maintenant des mois et même des années sur ces questions de pouvoir d'achat. La loi du mois de juillet a apporté de nouveaux outils, à la fois des outils de partage de valeur sur l'intéressement, sur la prime de pouvoir d'achat, a apporté aussi de nouveaux outils pour dynamiser le dialogue social de branche dans les branches professionnelles, puisque c'est là que sont décidés les niveaux de rémunération. Est-ce que vous trouvez quand même que, vous venez de dire, 2 syndicats représentatifs sur 5, vous venez de dire qu'il y a des mécanismes de dialogue dans l'entreprise, est-ce que vous comprenez le mouvement qui peut amener une partie du blocage du pays? Ce n'est pas à moi de juger de la motivation, de la légitimité d'un mouvement de grève. C'est un droit. C'est un droit et c'est un droit que nous respectons et qui est un droit constitutionnel. Après, il y a aussi des mécanismes qu'il faut respecter. Vous parlez de blocage. On fait évidemment une association d'idées avec la question des raffineries, de l'approvisionnement en carburant. Lorsque dans une entreprise, dans deux entreprises en l'occurrence, Total Énergie et ExxonMobil, et il y a un dialogue, et il y a des accords, et des accords qui sont signés par des organisations syndicales qui représentent une majorité des salariés de ces entreprises, 56%. La démocratie sociale, le dialogue social a joué son rôle. Et ces accords doivent aussi être respectés, et donc j'appelle évidemment à ce que ces blocages soient levés pour que la situation puisse s'améliorer. Il y a quelque chose qui est mal compris, notamment du côté des syndicats, c'est la question de la prime. Vous le dites, c'est un des outils pour le partage de la valeur, sauf que c'est un one-shot, parfois un one-shot très important, ça peut atteindre quasiment 7 000, 9 000 euros, comme on l'a vu chez Total, mais les syndicats répondent, ça n'est pas comme ça qu'on négocie. Nous, ce qu'on veut, c'est des augmentations de salaire. Or là, vous avez un problème de timing. C'est-à-dire que les entreprises commencent à dire oui, mais 2023 n'a rien à voir avec 2022 et je vais être dans une situation difficile. Comment on sort de ce blocage? Il y a évidemment une imprévisibilité et certaines incertitudes sur le contexte économique qui justifient cette position des entreprises. Moi, ce que je sais, ce que nous constatons, c'est qu'au cours de l'année 2022, les négociations salariales sont plutôt très dynamiques. Elles sont poussées par le fait que nous avons un SMIC. Nous sommes le seul pays européen à être dans cette situation. D'avoir un SMIC qui est revalorisé automatiquement en fonction du niveau de l'inflation pour le premier quintile de revenus. Et donc cela a amené sur les 12 derniers mois une revalorisation de 8% du SMIC. Cela a pour conséquence d'obliger les branches professionnelles à ouvrir des négociations sur les niveaux conventionnels de rémunération dans quasiment toutes les branches, un peu plus de 155 branches sur les 170 que nous observons habituellement. Mais tout le monde répond ça ne suffit pas. Nous avons aussi ces outils de partage de valeur et de primes. Quand certaines organisations syndicales nous disent la prime c'est ponctuel, ça n'est pas assujetti à cotisation et nous préférons une rémunération sous forme de salaire. Je peux entendre le raisonnement, mais je sais aussi que les salariés qui sont concernés par ces primes sont heureux de les toucher et c'est utile. Ça permet, et c'est le mécanisme que nous avons mis en place, ça permet aux entreprises de partager plus facilement la valeur, de le faire sans trop gréver le coût du travail, puisque la plupart des primes, je pense notamment à la prime de partage de valeur, à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, sont exonérées de cotisations, exonérées de fiscalité, et donc de donner du pouvoir d'achat sans gréver la compétitivité des entreprises. Après, nous l'avons dit, je l'ai dit comme ministre du Travail, Bruno Le Maire l'a dit comme ministre de l'Économie, partout où les entreprises le peuvent, et partout où des négociations s'ouvrent, nous sommes dans une période où nous approchons des négociations annuelles en matière de rémunération, les entreprises doivent jouer le jeu. Mais il faut tenir compte de leur capacité à le faire dans le contexte économique que nous connaissons. Olivier Dussopt, à l'inverse, beaucoup de salariés, beaucoup d'entreprises sont fortement pénalisées par les grèves, par le défaut d'approvisionnement des stations-service. Ça devient compliqué pour beaucoup d'entreprises. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire? Parce que les réquisitions n'ont pas l'air de beaucoup fonctionner. On gagne 1 ou 2% d'approvisionnement sur tout le territoire, c'est pas énorme. Est-ce que vous êtes impuissant? Je pense que mes collègues en charge du dossier, Agnès Pannier-Runacher, Clément Beaune, sous l'autorité de la Première ministre, prennent les dispositions et le président avait dit que ça serait résolu dans la semaine. On est toujours à 27%. Il s'appuie sur les décisions qui ont été rendues par la justice pour améliorer la situation et faire en sorte que partout où c'est nécessaire, les réquisitions soient prises. Après, nous accompagnons aussi, nous aidons. Nous avons fait en sorte, par exemple, depuis la toute fin du mois de septembre, que les entreprises qui rencontrent des difficultés
particulières qui sont entravées dans leur fonctionnement par les difficultés d'approvisionnement puissent faire valoir cette situation pour accéder à l'activité partielle. Et nous aidons ces entreprises-là aussi. Mais la priorité des priorités, vous le dites à travers votre question, c'est que les entreprises, comme l'ensemble de nos concitoyens, puissent être approvisionnées en carburant, puissent fonctionner normalement. Dans ce contexte compliqué, au milieu, on discute de la réforme de l'assurance chômage, de la réforme de la retraite, discussion compliquée avec un très gros axe dans les deux cas sur l'emploi des seniors et de la capacité des entreprises à garder leurs seniors. Vous avez proposé un index sur les seniors. Le MEDEF a répondu c'est non, ça va pas du tout. On va pas forcer des entreprises à garder ces seniors. Comment on peut faire? On n'a pas de baguette magique. Il y a plein de choses qui ont été. Pour être tout à fait précis sur la question de l'index, l'index en matière d'emploi des seniors, un peu sur le modèle de ce qui est fait en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce n'est pas une proposition du gouvernement, c'est une proposition portée par certaines organisations syndicales. Et de la même manière, j'ai rappelé dans des interviews récentes que des organisations d'employeurs proposent plutôt des exonérations de cotisations. Ce dont je suis convaincu sur l'emploi des seniors. C'est une bonne idée, ça, l'exonération de cotisation, parce qu'effectivement, vous avez raison, beaucoup d'entreprises et le MEDEF vous a dit que c'était la meilleure voie pour les convaincre de conserver les seniors dans leur entreprise. C'est assez classique comme réflexe. Mais nous allons, une bonne idée ou pas? Nous allons le regarder, nous allons l'instruire, c'est le début de la concertation. Ce dont je suis convaincu, c'est deux choses. La première, c'est que la question du plein emploi et cet objectif de plein emploi n'est atteignable, et ça répond beaucoup aussi à la réforme des retraites, que si on améliore le taux d'emploi des seniors. Nous sommes un des pays en Europe, sinon le pays en Europe, où le taux d'emploi des plus de 55 ans est parmi les plus bas, où le taux d'emploi des 60-64 ans est très bas. Sur la génération 60-64 ans, notre taux d'emploi est de 33%, alors qu'il est de 60 en Allemagne ou de 70 en Suède. Et donc nous devons répondre à ce défi-là. Et pour y répondre, l'État peut faire des choses, peut prévoir des dispositifs. Mais la réalité, c'est que les entreprises doivent se mobiliser très particulièrement. Donc vous leur renvoyez la balle? C'est pas renvoyer la balle, c'est que chacun assume ses responsabilités. L'État facilite le dialogue social, met en place des dispositifs d'emploi, de formation. Mais l'État n'est pas l'employeur. Et l'employeur reste l'entreprise. Et donc, si les entreprises ne se mobilisent pas, il n'y a pas d'amélioration du niveau d'emploi des seniors. Nous sommes prêts à travailler sur tous les dispositifs, qu'ils soient proposés par les organisations syndicales comme par les organisations d'employeurs. Nous devons aussi faire le lien entre l'emploi des seniors et la question de la pénibilité, de l'usure professionnelle, et plus particulièrement sous l'angle de la prévention. Parce que souvent, un des motifs de décrochage, de sortie de l'emploi, de sortie de l'activité, c'est quelque chose de lié à l'usure professionnelle. Si on arrive à prévenir, si on arrive à permettre à ceux qui exercent les métiers les plus exposés à l'usure de se former en cours de carrière, d'avoir une seconde carrière, de nouveaux métiers, nous faciliterons évidemment le maintien dans l'emploi des seniors. Ce qui compte le plus sur l'emploi des seniors, c'est le maintien dans l'emploi. En fait, on voit que... Quitte à accepter un salaire inférieur, parce que c'était une des pistes. Si accepter un salaire inférieur, c'est un sacrifice qui serait demandé. Oui. Et j'ai dit que j'étais ouvert à ce qu'on puisse discuter, travailler avec les organisations syndicales et patronales sur ce qu'on appelle l'assurance salaire qui permettrait de compléter. Mais je dis que l'enjeu, c'est le maintien dans l'emploi, parce qu'on voit que quand on a plus de 55 ans et que l'on perd son emploi, que l'on s'inscrit au chômage, la durée au chômage est 2 fois supérieure à ceux qui s'inscrivent au chômage quand ils ont moins de 50 ans. C'est pour ça que vous voulez notamment prévoir de ramener de 3 à 2 ans la durée d'indemnisation des seniors. C'est plutôt une sanction qu'une incitation? Pardonnez-moi, mais vous me retrouverez l'expression « je dis cela ». C'est faux. C'est répété depuis des semaines, mais c'est faux. J'ai dit très précisément... On a compris que dans l'assurance chômage qui est en cours de discussion, la loi vous donne les coups Pardon, mais justement, vous me donnez l'occasion d'être précis. Dites-nous. Nous allons revoir les règles d'indemnisation du chômage et nous allons moduler la durée d'indemnisation en fonction de la conjoncture. Nous allons moduler toutes les durées d'indemnisation. Aujourd'hui, c'est 24 mois maximum, 30 mois à partir de 53 ans, 36 mois à partir de 55 ans. Exactement. Si nous modulons à la baisse, nous modulerons à la baisse pour tout le monde. Si nous modulons à la hausse, nous modulerons à la hausse pour tout le monde. C'est tout à fait intéressant parce que c'est la première fois que vous précisez que ça ne sera pas réservé aux plus de 55 ans, cette modulation. Par contre, non, je l'ai toujours dit. Par contre, ce que j'ai dit, et je l'ai dit aussi de manière très précise, aussi précise que cela, j'ai dit que le fait que nous ayons un système d'assurance chômage qui prévoit 36 mois d'indemnité pour les salariés licenciés qui ont plus de 55 ans, c'est parfois considéré par certaines entreprises, et j'insiste sur certaines entreprises, il ne faut jamais généraliser en la matière, comme une forme de bonne raison, un mobile, pour se séparer plutôt des seniors que de ceux qui sont moins âgés. Et j'ai parlé de mode, de voie de délestage. Par contre, cela renvoie à cette difficulté que nous avons, à une des difficultés que nous avons, lorsqu'on regarde comment évoluent
les effectifs de certaines entreprises, il semble parfois plus facile de se séparer de seniors plutôt que de juniors. Réponse donc le 26 novembre, c'est la deadline que vous avez fixée. Exactement, pour que la réforme de l'assurance chômage à laquelle s'est engagé le président de la République soit applicable dès début 2023. Autre deadline, la réforme des retraites. Est-ce que ce sera le premier projet de loi du Conseil des ministres de rentrée de 2023? Ce sera un des tout premiers projets de loi de 2023 et nous l'avons rappelé avec la Première ministre auprès de tous les présidents de groupe de l'Assemblée et du Sénat que nous avons rencontrés entre jeudi dernier et hier soir. Notre objectif est qu'à l'issue des concertations avec les partenaires sociaux, concertations que j'ai ouvertes il y a une quinzaine de jours. C'est un dialogue de sourds, hein. Vous n'êtes pas du tout sur les mêmes... Aucun des syndicats n'est d'accord avec l'idée de rallonger la durée du travail. Pardonnez-moi cette trivialité, mais il se trouve que vous n'êtes pas dans les concertations et que vous n'assistez pas au bilatéral. Les organisations syndicales nous disent leur opposition au relèvement de l'âge et à la durée de cotisation. Bah oui. Mais elles nous disent toutes aussi qu'elles sont prêtes à travailler sur les questions d'emploi des seniors qu'on a évoquées, sur les questions d'usure, sur les questions de formation, sur les questions de qualité de vie au travail, sur les questions de justice et d'équité. Et donc, je sais très bien qu'il y a un nœud gordien avec la question de l'âge, mais ça n'empêche pas de trouver des convergences et des consensus partout où on peut les trouver. Et à l'issue de ces concertations, à laquelle l'intégralité des acteurs sociaux, des partenaires sociaux participent, à l'exception pendant la crise des raffineries, la CGT, qui a dit se désengager du fait de cette crise dans les raffineries de tout dialogue. Notre objectif est de finir avant Noël pour que dès le mois de janvier, le Conseil des ministres puis le Parlement se prononcent. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas un peu explosif comme cocktail? C'est-à-dire qu'on est en conflit social, il n'y a pas d'essence dans 27% des stations-service, et vous lancez pour le 26 novembre la réforme de l'assurance chômage, pour début janvier, je ne sais pas quel est le jour du Conseil des ministres, le 3 ou le 4, la réforme des retraites. Ce qui est explosif, c'est de laisser autant de Français sans emploi. Et ce qui est explosif, c'est de laisser le système de retraite partir à des déficits absolument abyssaux. C'est ça le cocktail explosif. Là, il y a 3 mois qui vont être très dense pour vous. Ce qui est explosif, c'est de ne pas prendre les responsabilités que nous devons prendre pour garantir à la fois l'atteinte du plein emploi et la pérennité du système d'assurance retraite. Moi, j'ai une dernière question. Je voudrais rebondir sur ce que disait Christophe. Vous allez moduler les questions de l'assurance chômage en fonction de la croissance économique, en fonction des factures énergétiques. Vous dites quand ça va bien, on change les règles. C'est quoi ça va bien? Ça fait partie des discussions que nous avons avec les partenaires sociaux. Quels sont les indicateurs qui doivent nous faire considérer que la situation est bonne ou moins bonne? La croissance économique en fait partie. Le nombre d'emplois vacants par rapport au nombre de demandeurs d'emploi inscrits en fait partie aussi. L'évolution des inscrits en catégorie A, comme nous l'avions fait en 2021 et en 2020, fait partie de ces critères. Et donc, nous discutons avec eux pour déterminer quels sont les critères les plus pertinents, les plus consensuels et les plus objectifs. Ça pourrait être multi-indicateur. Ça peut. Merci beaucoup, Olivier Dussopt, d'avoir été avec nous, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. On vous souhaite 3 mois de dialogue social intense, du bon travail. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup.